Donc, en attendant qu'on voit apparaître à l'écran nos collègues qui sont ici virtuellement, je rappellerai quelles ont été les questions. Bon, Robert les a évoquées rapidement au début de la séance. Quelles ont été les questions que nous avons posées, en quelque sorte, enfin les sujets que nous avons proposés aux invités de notre table ronde. Donc, nous leur avons demandé de réfléchir sur la pérennité des études québécoises à l'étranger, sur le dialogue avec les chercheurs québécois, sur la relève, le financement, les idées de déploiement, de développement de ces études dans divers pays, la vision de l'avenir de ces études. Donc, chacun est invité à présenter une courte intervention de 5 à 10 minutes et par la suite, j'ouvrirai bien sûr j'aurai quelques questions. Nous nous ouvrirons à la discussion avec les gens du public dans la salle et en ligne. Donc, je vais présenter tous ceux qui sont là aujourd'hui, cet après-midi avec nous. Donc, tout d'abord, Ursula Moser, que l'on voit ici à l'écran. Bonjour, Madame Moser, qui est professeure émérite en littérature française et espagnole au département de philologie romane de l'Université d'Innsbruck et membre du conseil d'administration de la IEQ. Elle a obtenu son doctorat en 1976 et son habilitation en 1983. Spécialiste en études littéraires sur la migration, elle obtient en 2004 le prix Jean Étier de critique littéraire pour la première monographie sur Dany Laferrière, suivie d'autres distinctions, notamment l'Ordre des francophones d'Amérique en 2012. Alors, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Elsa Guyot, qui est ici à ma gauche, qui est docteur en histoire de l'art, donc co-tutelle de thèse entre l'Université de Montréal et l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Elle est chercheure postdoctorale au sein du laboratoire numérique d'études sur l'histoire de l'art du Québec, du département d'histoire de l'art de l'UQAM et aussi projet qui est lié au CRILC. Elle est aussi membre de l'Association des jeunes chercheurs européens en études québécoises. Francis Langevin, qui est Assistant Professor of Teaching au campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique. Il vit et il enseigne la littérature et la culture québécoise hors Québec depuis 2008. Ses recherches portent sur les représentations des lieux en littérature, plus précisément des régions, il a mis cela entre guillemets, donc, dans la littérature et la culture québécoise. Il co-dirige le projet Quebec in the Eye of the Other avec l'historienne Anne Trépanier de l'Université Carleton. Nalan Chakravarti Mirakama, qui est avec nous via Zoom. Bonjour. Est professeure assistante au département de français et autres langues étrangères à l'Université de Madras. Sa thèse portait sur l'enseignement du français langue étrangère, les documents authentiques, problèmes et perspectives, le cas de l'Inde. Elle est vice-présidente de l'AITF, Association of Indian Teachers of French, et vice-présidente de l'AIEQ pour l'Asie. Elle a participé en 2008 à la traduction en tamoul de l'anthologie de la Nouvelle québécoise de Gilles Pellerin. Nathalie Batten, qui est ici avec nous, est professeure de littérature et de création littéraire et directrice du Centre Anne Hébert à l'Université de Sherbrooke. Après avoir dirigé les œuvres complètes d'Anne Hébert en 5 tomes publiés aux presses de l'Université de Montréal, elle a fait paraître avec Amir Biglari 5 dénonciations de la poésie lyrique moderne. Son recueil de poèmes Le sourire des fantômes vient de paraître aux éditions du Norrois. Elle est co-directrice du CRILC, représentante hors de Montréal. Voilà. Donc, je vais dès maintenant laisser la parole aux invités de cette table ronde. Donc, d'abord, je laisserai donner la parole à Madame Moser, qui est avec nous sur Zoom. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous rejoindre ce soir. Je voudrais tout d'abord féliciter les organisateurs. Le programme de ce colloque est impressionnant. Les études québécoises à l'étranger, parmi la foule de questions qui s'imposent, j'en voudrais adresser 2 aspects qui me paraissent pertinents. Les études québécoises à la lumière des réformes de Bologne et ce qui pourrait nous amener au-delà. Pourquoi Bologne? Parce que Bologne forme la nouvelle génération dont nous avons désespérément besoin. Le processus de Bologne, entamé en 1999 et implémenté dans 49 pays du monde, est un mécanisme qui vise à renforcer la cohérence des systèmes d'enseignement supérieur en Europe. Il a permis la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur destiné à faciliter la mobilité et à rendre cet enseignement plus compétitif à l'échelle mondiale.
Or, bien que je sois loin de me ranger du côté des détracteurs de Bologne, je partage l'avis de ceux qui voient en Pologne non seulement une histoire de succès, mais aussi l'histoire d'un certain échec. Pourquoi? S'il est vrai que la mise en œuvre de Bologne a renforcé l'autonomie des universités dans certains pays, il est tout aussi vrai que Bologne a produit des structures d'études rigides qui ne laissent ni à l'enseignant, ni à l'apprenant la marge de manœuvre nécessaire pour prendre des décisions individuelles. Le problème est complexe. Du point de vue de l'apprenant, le nouveau BA en 3 ans a de facto raccourci la durée des études d'une année entière, ce qui conduit inévitablement à une surcharge des programmes. Puis, au lieu de s'aventurer lentement dans le monde de la recherche sous la direction de leurs professeurs, les étudiants sont surtout occupés à fournir leur workloads, comme ils le faisaient autrefois à l'école. En fin de compte, Bologne ne facilite pas toujours la mobilité tant vantée, car un changement d'université ou un semestre à l'étranger équivaut souvent à une prolongation d'études. Tous les pays ne mènent pas à un MA en plus, car certains masters ont défini leurs propres conditions d'admission. En ce qui concerne les enseignants, les universités germanophones ont longtemps cultivé la tradition de la chaire dont on est titulaire, c'est-à-dire que le professeur disposait d'un grand pouvoir de décision quant au programme et se portait garant de leur qualité. En même temps, on exigeait de lui qu'il mette ses compétences de recherche au service de l'enseignement, à l'image de l'idéal humboldtien, de la liberté et de l'unité de l'enseignement et de la recherche. C'est dans un tel contexte que les études québécoises ont pu fleurir. Au lieu de cacher la littérature québécoise dans un corpus de textes hexagonaux, nous pouvions tranquillement consacrer des séminaires entiers à la poésie québécoise, au roman ou encore à l'écriture des femmes, scénario absolument impensable de nos jours. Qui plus est, les programmes d'études actuels sont tous modularisés et cette modularisation assure la standardisation, pour le dire autrement, l'inflexibilisation du contenu des cours. L'exemple de mon université illustre bien le peu de liberté de choix dont disposent étudiants et enseignants lorsqu'ils désirent aborder un sujet comme la littérature et la culture québécoise. Sur le total de 24 modules obligatoires du BA de français, un seul est consacré aux littératures et cultures francophones du monde et encore les contenus de ce module sont largement prédéfinis. Le résultat est donc ambivalent dans la mesure où la francophonie est complètement absente de nombreux programmes européens comparables. Les programmes d'Innsbruck permettent au moins de frôler en passant le Québec et la francophonie nord-américaine pendant les études de BA. Mais ce n'est certes pas d'un tel programme minimaliste que naîtra une passion profonde pour le Québec. Qu'est-ce qui pourrait donc nous amener au-delà de Bologne, d'où naîtront de nouvelles passions? Force est de constater que rêver de développement positif, comme nous le faisions il y a 20 ans à Bergen par exemple, ne nous fera guère avancer. Nous ne disposons pas actuellement d'un cadre universitaire propice aux études québécoises. De plus, les Area Studies, en tant que telles, sont souvent discrédités comme effet d'une pensée conservatrice et comme foi naïve dans l'État-nation. Les critiques s'obstinent à ignorer les tentatives de redéfinition, comme celle de Dirk Herder, qui plaide pour des études sociétales transculturelles où se superposent des identifications régionales, sous-sociétales, ainsi que des identifications suprasociétales à d'autres sociétés du globe. Il en va de même des New Area Studies
comparative, translocale et loin d'être athéorique, présentée par Monroe Eagles dans le dernier numéro de la revue Zeitschrift für Kanada-Studien. Il est donc temps de tout recommencer à tous les niveaux. Mais comment? Tout d'abord, je suis convaincue que les études québécoises ont besoin d'un support institutionnel au Québec, et ceci d'autant plus que les universités à l'extérieur, trop préoccupées par leurs rankings, s'avèrent de moins en moins des partenaires solides et fiables. Cela veut dire qu'il faut consolider la position de l'AIEQ et tout faire pour qu'elle ne soit plus jamais remise en question. Je crois aussi que le soutien des études québécoises par les institutions gouvernementales à l'extérieur du Québec, par les délégations, les centres culturels de par le monde, est plus nécessaire que jamais, tout comme celui des divers fonds de recherche. Toujours dans la même logique, je pense enfin qu'il faudrait revenir à un programme longtemps pratiqué par le fédéral, le Faculty Enrichment Program, qui permettait aux universitaires de passer un mois au Canada à condition qu'ils incluent par la suite des matières canadiennes dans leur enseignement. Même si j'ai fortement critiqué le système en place, je suis sûre que des professeurs qui connaissent le Québec et se passionnent pour le Québec trouveront aussi les moyens de contourner le système et de passionner à leur tour leurs étudiants. Ces études québécoises, et c'est mon dernier point, je ne les conçois pas dans le sens traditionnel de la construction et affirmation de soi d'un État ou d'une culture, donc en littérature et en histoire, mais plutôt comme un laboratoire d'idées où toutes les questions qui nous préoccupent peuvent être posées. D'ailleurs, les études québécoises ont déjà eu cette fonction dans le passé. Elles ont stimulé la réflexion sur le postmoderne, la transculturalité, la littérature migrante, la diversité, etc. Et aujourd'hui, elles pourront nous éclairer sur l'intersectionnalité, la décolonisation, la laïcité et les accommodements plus ou moins raisonnables, l'environnement, la nordicité, l'éthique des soins et bien plus encore. Dans cette perspective, ouverte vers des horizons multiples, les études québécoises, à mon avis, auront devant elles un bel avenir. Merci. Merci. Grand merci, Ursula Moser. Alors, nous revenons à la salle et je donnerai la parole à Elsa Guyot. Donc, bonjour. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je vous remercie pour votre invitation aujourd'hui. J'ai été conviée pour partager avec vous mon expérience de chercheure française en études québécoises au cours de ces dernières années. Et je suis ici aussi pour parler de l'Association des jeunes chercheurs européens en études québécoises. Alors, je suis très honorée qu'Anna Geoffrey et Hélène Amry, qui sont les directrices de cette association, m'aient demandé de venir la représenter aujourd'hui et je les remercie pour leur confiance. C'est une association avec laquelle j'ai collaboré à l'occasion de 3 colloques, un tenu à Berlin en 2013, un à Montpellier en 2017 et un à New Delhi au début de l'année 2020. Alors, je vais commencer par une présentation de l'association en vous donnant quelques dates clés et je vais vous préciser les principaux objectifs. Alors, l'association a été créée au début des années 1990 par 2 chercheurs européennes spécialisées en littérature francophone qui se sont connues lors de leurs études à Montréal. Donc, Hélène Amry, qui est un professeur à l'université de Limoges, et Anna Geoffrey, donc de l'université de Gênes. Elles ont depuis organisé avec cette association 9 colloques qui se sont tenus à Paris, à Gênes, Montréal, Innsbruck, Venise, Berlin, Montpellier et New Delhi. Les différents objectifs de l'association sont de réunir la communauté de chercheurs autour des chercheurs en études québécoises, autour des travaux des jeunes chercheurs, de pallier à l'isolement de certains chercheurs en Europe, mais aussi au-delà,
en créant des espaces de rencontre et de travail, et de créer des publications et de favoriser les échanges entre chercheurs. Alors, en 28 ans, l'association a reçu plus d'une centaine de participants en provenance d'une vingtaine de pays. Les colloques organisés se distinguent par leur souci de faire se croiser les disciplines. Et une des particularités est d'inviter des présidents de séances qui sont des universitaires reconnus dans le milieu des études québécoises, dans un but de susciter des rencontres, des interactions entre des chercheurs de différents pays et des chercheurs qui en sont à différentes étapes dans leur carrière. Et je peux vous dire donc que cela fonctionne, ces interactions, car c'est grâce à un colloque de cette association que j'ai par exemple rencontré Pascal Brissette de l'université McGill à Montréal, qui m'a mise en relation avec ma future éditrice pour la publication de ma thèse. Je vais à présent entrer dans la deuxième partie de mon intervention pour vous parler rapidement de mon expérience en tant que chercheure européenne et plus spécifiquement française en études québécoises et revenir en quelques étapes clés sur mon parcours universitaire et professionnel de ces dernières années. Je tiens à préciser que ce parcours est tout personnel, qu'il ne représente pas la réalité de tous les chercheurs dans ma discipline. C'est un parcours qui s'est dessiné en fonction de qui je suis, des rencontres que j'ai faites et de mes choix de vie. Alors, mon premier contact avec le Québec et les études québécoises a lieu en 2008, pendant ma première année de maîtrise que je passe à l'Université de Montréal dans le cadre d'un échange universitaire qui me fera revenir plus tard pour entamer une thèse interdisciplinaire avec l'Université de Montréal et l'Université Paul Valéry de Montpellier. Il s'agit d'une thèse qui fait se croiser l'histoire de l'art, la muséologie, l'art médiéval, l'histoire culturelle et muséale du Québec. J'y étudie les collections et les expositions d'art médiéval au Québec que je mets en relation avec les contextes politiques, religieux et sociaux du Québec des années 1940 à 2014. Mes recherches doctorales et leur rayonnement dans des colloques sont financés principalement par des postes que j'occupe à mi-temps dans les musées, dans des centres d'exposition et comme auxiliaire d'enseignement, mais aussi donc par des bourses que je reçois de mes deux universités et par les aides que je reçois de l'AIEQ. Je soutiens ma thèse en décembre 2015, j'ai alors 28 ans, et quelques mois plus tard, je reçois le prix de thèse en co-tutelle France-Québec pour mes travaux. À cette étape, si vous le permettez, je vous épargnerai les multiples candidatures sans suite qui ont suivi la période assez difficile de la pré-thèse. On n'a pas le temps pour ça, mais je vous propose plutôt de nous concentrer sur les candidatures qui ont fonctionné. Donc, après ma soutenance, je trouve un emploi au service des relations internationales de l'Université Paul Valéry de Montpellier et je reste 2 ans sur ce poste à temps plein où je suis en charge des étudiants participant au programme Erasmus. Je participe notamment dans le cadre de ce travail à une mission en Croatie au département de l'histoire de l'art de l'Université de Zagreb, avec laquelle donc, nous avons un accord Erasmus. Parallèlement, en plus de mon contrat en administration pour Erasmus, j'ai pu co-organiser donc le colloque avec l'Association des jeunes chercheurs européens en études québécoises et ainsi aussi enseigner l'histoire de l'art auprès d'étudiants à l'université comme chargés de cours et en école privée. Alors, à l'issue de ces 2 années dans ce service, je décide de me concentrer uniquement donc, à l'enseignement et je décide à cette période de concrétiser mon projet de publication de thèse et aussi mon projet de retourner à Montréal dans le but de m'y installer et d'y travailler. Alors, je suis arrivée à Montréal au printemps 2019. J'ai rapidement fait la connaissance de Christine Redfern, la directrice et fondatrice de la galerie Elephant dans le quartier des spectacles. Et je travaille depuis maintenant 2 ans et demi avec elle dans la présentation et le rayonnement de 15 artistes québécois, ontariens et autochtones. Et parallèlement, donc, c'est avec la maison d'édition Le Méac que je mets en place donc, le projet de réécriture et de publication de ma thèse. Et donc, ce projet s'est concrétisé en mars 2021 avec la publication de mon livre. Alors, ce retour à Montréal m'offre la possibilité de trouver un emploi stable dans la galerie, mais m'offre aussi parallèlement une grande reconnexion avec mes recherches en études québécoises. Tout d'abord grâce à Dominique Hardy, professeur en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal, qui me propose de mettre en place mon projet de postdoctorat, qui porte sur l'histoire et l'inventaire des expositions d'art dans les musées du Québec. Je reçois la bourse postdoctorale de recherche en études canadiennes, décernée par le Conseil international d'études canadiennes, et cela me permet de travailler
sur mon projet au sein du laboratoire d'études numériques sur l'histoire de l'art du Québec à l'UQAM. Grâce à ce postdoc, je compte aussi parmi les membres du CRILC qui m'offre la chance de rencontrer de nouveaux collègues et qui me soutient dans mon projet de publication de thèse en m'octroyant la bourse d'aide à l'édition. Alors, grâce à ces nouvelles affiliations universitaires, je peux également participer à 2 colloques, un à Carcassonne et un à New Delhi. Et mon séjour à New Delhi est rendu possible grâce au soutien financier de la IEQ, laquelle me permettra quelques mois plus tard également, au moment de la sortie de mon livre, de le distribuer dans les centres de recherche sur le Québec, hors du Québec. Aussi, ce retour à Montréal me permet de retisser des liens avec le milieu muséal et le milieu de la formation et de l'enseignement, car je suis contactée par le Musée des Beaux-Arts de Montréal pour donner des conférences sur l'histoire des collections d'art médiéval du musée, au guide bénévole. Alors, j'ai terminé cette présentation de mes dernières années de travail et de recherche, et je voudrais conclure en soulevant quelques difficultés auxquelles j'ai dû faire face, mais aussi quels ont été les points positifs de mon parcours. Alors, je commence par les points positifs. J'avais un projet de thèse résolument interdisciplinaire et transdisciplinaire que j'ai pu réaliser grâce à la co-tutelle de thèse. Et malgré le contexte difficile pour trouver un poste stable, je n'ai jamais eu de longue coupure pour l'instant avec mes recherches et avec le monde universitaire. À mon retour à Montréal en 2019, j'ai reçu le support inestimable de l'UQAM et du professeur Dominique Hardy, qui m'a offert la chance de réaliser un postdoctorat. Et à cette période, la rencontre avec le CRILC a été très importante dans mon parcours, d'une part grâce à l'aide à l'édition dont j'ai parlé un peu plus tôt, mais aussi grâce à la mise en relation avec les postdoctorants de mon réseau, qui m'a redonné le sentiment de communauté. En dernier point, je voudrais souligner l'important soutien de l'AIEQ, qui a toujours été à mes côtés pendant la thèse et après la thèse, qui a financé la diffusion de mon livre à l'international, ma participation à des colloques et qui nous a énormément soutenus en 2017 lors du colloque que nous organisions avec Hélène et Anna avec l'association. Pour en venir aux difficultés rencontrées pendant mon parcours, une des premières, vous le savez, et qui est partagée par les jeunes chercheurs québécois et étrangers en sciences humaines et sociales, c'est le nombre très réduit, voire inexistant selon les disciplines, de postes de financement pour les postdoctorats, de charges d'enseignement, ou alors quand elles existent, elles sont parfois très précaires. Une seconde difficulté, c'est la question du statut de chercheur en France et au Québec, une fois la thèse terminée, et que l'on se retrouve sans rattachement universitaire. Pour vous donner un exemple concret, quand l'Association des jeunes chercheurs européens en études québécoises me propose en 2017, donc 2 ans après ma soutenance, de co-organiser avec eux un colloque, c'est pour moi très délicat, notamment pour les demandes de subventions, car je fais alors partie du personnel administratif de l'université et les cours que je donne sont donnés en tant que vacataire. Je n'ai donc pas de statut et pas d'attache à un laboratoire ou à un département universitaire. Et finalement, la dernière difficulté dont je parlerai avec vous est celle liée aux questions de l'immigration au Québec pour un chercheur étranger avec des démarches pour les permis de travail et pour la résidence permanente qui sont extrêmement longues et onéreuses. Je suis venue en avril 2019 avec un permis de travail ouvert pour 2 ans. Alors, il s'agit d'un type de permis très pratique car il offre beaucoup de souplesse et de liberté, mais on ne peut en bénéficier qu'une fois et il fonctionne par tirage au sort. Donc, grâce à ce permis, j'ai pu multiplier les expériences professionnelles, le travail à la Galerie Elephant, le postdoctorat à l'UQAM, les conférences au Musée des Beaux-Arts de Montréal et dans des colloques. Mais depuis que ce permis est terminé, je suis en attente d'une réponse de l'immigration pour un nouveau permis qui sera quant à lui beaucoup moins souple et qui ne me permettra pas de travailler pour une autre institution que la Galerie d'Art, ni de faire des demandes de bourse pour participer à des projets de recherche ou à des colloques. Et ceci risque évidemment de constituer un frein pour mes collaborations futures avec le milieu universitaire. Voilà, j'ai terminé cette présentation et puis je vous remercie pour votre écoute. Alors, je donne la parole à Francis Langevin qui nous parlera non pas des études québécoises à l'étranger, mais bien hors Québec. Oui, parfois ça ressemble un peu à l'étranger. J'aimerais faire une épigraphe à cette présentation, puisque ma collègue et co-chercheure Anne Trépanier de l'Université Carleton ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Elle m'écrit, après que j'ai partagé avec elle les notes pour cette présentation d'aujourd'hui,
Une question, elle résume une question que nous nous posons, elle et moi, dans nos collaborations. Comment, comme chercheur, prof, pédagogue, collègue, être autre chose que le Québec? Impossibilité de poursuivre un rôle critique depuis l'espace anglophone. On se retrouve à défendre le Québec au lieu de l'étudier et de transmettre ses valeurs, son savoir ethnoculturel, ses savoirs ethnoculturels, plutôt que théoriques. Bon, c'est un problème important, en particulier lorsque les nouvelles se succèdent d'un côté et de l'autre de la frontière entre le Québec et les autres provinces. De mon côté, j'ai préparé un petit quelque chose qui devrait ressembler un petit peu plus à mon expérience de l'enseignement de québéciste par défaut. Dès que je me suis retrouvé hors du Québec, je suis devenu québéciste, sans que ce soit foncièrement ma formation ni ma spécialisation, je devrais dire, et par osmose. Donc, je vais parler de ce projet que je co-dirige avec Anne Trépanier, de quelques difficultés que nous rencontrons et que je rencontre dans mon travail, et quelques idées, pistes de réflexion. D'abord, Anne Trépanier et moi travaillons à un projet qu'elle a initié qui s'appelle Québec and the Eye of the Other, et le sous-titre plus précis, c'est la disposition et l'index culturel des étudiants universitaires hors Québec. Et ce que nous faisons, c'est que nous cherchons à mieux comprendre et à mesurer les biais ou alors l'horizon d'attente de nos étudiants avant un premier cours d'introduction aux études québécoises, soit par la littérature, soit par l'histoire, selon nos spécialisations. Et à l'aide d'un sondage et d'entretiens, d'entrevues. Et notre but, c'est ultimement de développer des ressources didactiques adaptées. Adaptées à ce type de travail qui est le nôtre hors Québec. Donc, d'abord, des difficultés. Donc, ce projet est financé par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Dans son volet Images du Québec ou bilinguisme canadien, où bon, les portfolios changent de nom, c'est dirigé par le Bureau du Québec à Toronto. Et c'est à mi-chemin entre la diplomatie culturelle et la recherche que nous voulons rigoureuse. Mais on voit bien que les retombées sont mixtes. Donc, difficulté en recherche pour moi qui travaille dans une faculté interdisciplinaire, mais dans un département ou un programme un peu vieillot qui est à cheval entre des études françaises qui enseignent le français du Moyen Âge et la littérature contemporaine, et donc à cheval entre ces études françaises-là et la survivance du bilinguisme au Canada. Les autres chercheurs et professeurs hors Québec s'y reconnaîtront peut-être. Il y a plusieurs départements qui ont encore cette configuration. J'ai travaillé à l'Université de Toronto, c'était assez similaire. Il y a beaucoup de choses à couvrir dans un programme d'études françaises. Personnellement, mon problème, ou en fait les difficultés que je rencontre sont liées à l'insularité de mes travaux au sein de mon université, où il y a 700 professeurs et très peu de québécistes. Dans mon programme, il n'y a pas de deuxième ni de troisième cycle en études ou qui pourrait avoir lieu en français. Et le deuxième et le troisième cycle sont occupés par toutes sortes de réseaux interdisciplinaires ou alors des études anglaises qui englobent tout le fait culturel, linguistique et discursif. Les publications que je soumets pour des promotions ou la permanence sont souvent perçues comme étant, et là je vais reprendre le mot, paroissiales. Il faut faire valoir la valeur des revues telles Voix et Images, telle littérature française, telle à un public qui regarde uniquement les métriques habituelles d'autres disciplines qui publient en anglais et surtout hors du pays. Difficultés de recherche. 2, difficultés organisationnelles ou alors dans l'enseignement.
ça a été bien présenté plus tôt, mais le Québec et les études québécoises sont une sorte de prétexte, en fait, pour moi, pour développer des compétences ou des connaissances transversales dans mon programme. Et donc, ça veut dire de la sociolinguistique, des études canadiennes, des études autochtones, de la recherche-création, la formation Fine Arts. Je travaille dans une faculté où il y a un BFA, un Bachelor of Fine Arts et un Master of Fine Arts. Et aussi une mission communautaire ou collective, un rôle de francophone hors Québec, de participer à la survie francophone en milieu. Et j'avais écrit hostile, mais je l'ai barré pour écrire minoritaire. Voilà. Et donc, l'arrimage avec les communautés francophones locales n'est pas facile non plus. L'angle du Québec est vu comme une forme de colonialisme version 3.0. Et donc, quand on ajoute des couches d'autochtonisation, des curriculums à la fois dans les écoles francophones, dans les écoles d'immersion et qu'on ajoute aussi les volets diversité, etc., le Québec devient superflu, c'est-à-dire que ça devient quelque chose qui doit laisser de la place à d'autres priorités plus brûlantes sur le plan politique. Troisième difficulté pédagogique, qui sont aussi pratiques et qui peuvent avoir une incidence sur les organisations et pour lesquelles, je pense, la IEQ, le CRILC et le réseau de chercheurs et les relations personnelles que nous avons aussi entre nous pourraient sans doute participer à régler ces problèmes. Bon, premier problème, l'accès aux documents quand on veut enseigner le Québec dans une autre langue que le français, c'est-à-dire à un plus grand public que le produit des écoles d'immersion et ou de l'immigration et ou ce qu'on appelle français héritage, heritage French, le fameux demi-francophone de la loi sur les langues officielles comptées. Donc, comment on fait pour avoir un peu plus de substance, donc de personnes dans les classes? Ben, c'est en enseignant en anglais et bien peu de choses sont disponibles en traduction. Que ce soit les produits de la télévision, produits culturels, toute la télévision en français n'est pas bien sous-titrée, même en français, sauf exception, y compris Télé-Québec, qui produit des documentaires à vocation pédagogique. Ça me semble urgent pour toutes sortes de raisons, entre autres d'accessibilité de manière générale. Autre problème, la distribution des livres en format poche, qui est monopolisée et qui, hors Québec, passe parfois de façon étonnante. Je vais vous donner l'anecdote suivante d'un livre tout simple de Lise Tremblay qui s'intitule La Héronnière, qui est un best-seller enseigné dans les cégeps ici, à l'université aussi, je sais, Martine Emmanuel. Et bon, quand je fais une commande, le livre me vient de France, passe par New York et arrive en Colombie-Britannique et coûte 22 $. Il a été imprimé sur la rive sud ici. Donc, il est vraiment... Hein? Oui, c'est ça. Donc, distribution, problème, librairie, bibliothèque. Solution, oui, peut-être une forme de catalogue en ligne qui pourrait être vendu à des bibliothèques universitaires qui ont le chéquier lousse depuis COVID-19, justement pour favoriser l'accès aux documents. Donc, ça me semble une solution, bon, ça a l'air rapide et facile, mais il y a un modèle qui existe, celui de la Bibliothèque des Amériques, par exemple, qui diffuse un certain nombre de textes. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de choix, puisque ça dicte un peu le programme pédagogique. Donc oui, diffusion web, numérisation, on a déjà commencé à présenter des soutenances de thèse, des colloques, des plénières, des lancements de livres. Tout ça, ça participe énormément à la vitalité d'un cours et ça maintient en vie aussi, ça anime l'enthousiasme des québécistes hors Montréal. Hors Québec, j'aurais dû dire. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent à Montréal aussi.
Bon, enfin, mes recommandations sont venues un tout petit peu en même temps que la présentation des problèmes. Et cette méthodologie dont on a parlé un peu plus tôt, manière de concevoir le travail collaboratif, est parfois difficile à vendre dans des programmes d'études françaises. Je parle du mode de travail du CRILC que je connais depuis que j'ai été étudiant, membre étudiant du CRILC. Et cette manière-là, hors Québec, enfin au Canada anglais, fonctionne très bien dans des départements ou des facultés qui sont interdisciplinaires, où il y a de la collaboration, où on essaie de réduire la résistance à la monoculture. Mais ça fonctionne un peu plus mal dans les contextes francophones où tout le monde se bat un peu pour le même gâteau et donc c'est un peu plus difficile d'aller vers l'extérieur, sinon on rencontre une résistance, je dirais, qui est paradigmatique, j'imagine. Et ça, je pense que le CRIL qui participe à soulager ça d'une certaine façon en créant, en mettant le mot interuniversitaire dans son titre, mais aussi dans sa manière de fonctionner. Alors ça, c'est un appel aussi peut-être dans la présentation des projets, soit individuels ou de petites équipes, de penser à chercher des collaboratrices, collaborateurs hors Québec, ne serait-ce que dans ce rôle-là, collaboratrice, collaborateur au CRSH ou FRQSC, de façon justement à engager le dialogue et à permettre la circulation et la mobilité. C'est quelque chose qui a été vraiment utile dans ma carrière et puis aussi dans ma vie professionnelle de manière plus générale. Merci. Merci. Merci, Francis. Alors, nous entendrons maintenant Nalan Chakravarty-Mirakamal qui devrait apparaître sous peu à l'écran. Bonjour. Bonjour, Nous vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs pour un programme formidable et je les remercie de m'avoir donné une excellente occasion de présenter l'état actuel des études québécoises en Inde. Je me trouve parmi les grands experts et j'en suis très honorée. Et en tant que représentante de l'IETF, l'IUQ et l'Université de Madras, je ferai de mon mieux pour partager notre expérience, l'expérience indienne des études québécoises. En fait, notre intervention s'articule autour de 3 points. Si je peux montrer la présentation PowerPoint. Je parlerai brièvement de l'historique de l'introduction des études québécoises en Inde et deuxièmement, les démarches que nous avons entreprises, surtout l'AITF, l'Association of Indian Teachers of French, pour promouvoir les études québécoises dans les universités indiennes. Et troisièmement, quel avenir pour ces études québécoises en Inde et quelle stratégie qu'il faut adopter pour la continuation. Bon. En ce qui concerne l'histoire de la littérature québécoise en Inde, 2 dates sont importantes. En 1968, les deux gouvernements, le gouvernement du Canada et de l'Inde, ont créé un institut Shastri indo-canadien pour renforcer les rapports entre l'Inde et le Canada et aussi pour introduire les études canadiennes dans les universités indiennes. Et comme ça, petit à petit, les départements universitaires ont commencé à enseigner les études canadiennes. Mais en ce qui concerne la littérature québécoise, il faut attendre encore une trentaine d'années pour qu'une forme concrète soit réalisée pour les introduire dans les universités. 1990, 2 événements se sont produits. Premièrement, c'est un colloque national a été organisé par Baroda University qui portait sur un titre National Identity, Identité nationale et la littérature canadienne française, d'expression française. Et ce colloque a invité une réflexion sur la littérature québécoise. Dans la même année, à la demande du ministère, un comité a été constitué
avec des membres. Ce comité comportait aussi le président de notre association, professeur Manuel Gopalan, qui était aussi le directeur de l'école de l'anglais et des langues étrangères de l'Université Madras. Et ce comité a été confié la tâche d'identifier 6 universités, premièrement au début, pour la création des centres d'études canadiennes. Donc, l'un des centres a été créé à l'Université de Madras. C'est le seul centre qui a été donné la tâche de promouvoir les études québécoises en Inde. Donc, j'oserais dire, comme je fais aussi partie de cette université, j'oserais dire que les études québécoises sont nées officiellement à l'Université de Madras. Et à partir de la création de ces centres, petit à petit, notre université Madras, avec la collaboration de l'AITF, nous avons organisé des colloques, des ateliers, des séminaires au niveau national et international. Et petit à petit, les études québécoises sont entrées dans le curriculum du master et on a commencé à entreprendre des recherches au niveau de MPhil et de PhD. Je voudrais vous montrer quelques titres de recherche au niveau de MPhil et de PhD. Je ne sais pas si j'ai le temps de... Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Cette liste donnera une certaine idée du travail qu'on fait en Inde. C'est là, ce sont des thèmes qu'on a entrepris au niveau de MPhil. Et nous avons traduit les belles-sœurs, Salut Galerno, les lettres chinoises pour le mémoire de MPhil. Et la PhD, nous avons entrepris des thèmes comme la figure féminine, la conscience malheureuse, le conflit entre l'individu et la société. En fait, on a entrepris beaucoup de recherches sur la littérature comparée entre qui impliquait la littérature québécoise et les littératures indiennes. Ce sont quelques thèmes intéressants des recherches qu'on a entreprises au niveau de PhD. Et ainsi, les études québécoises sont entrées dans le curriculum. Et comment nous avons créé cet intérêt pour cette littérature québécoise, quelle démarche que nous avons, surtout l'ITF, entrepris pour continuer, pour soutenir cet intérêt, pour promouvoir les études québécoises dans les départements universitaires. Et en fait, nous avons entrepris plusieurs démarches. 3 démarches sont très importantes pour nous. D'abord, organiser des rencontres nationales et internationales. Nous avons organisé pas mal de colloques nationaux ou internationaux. Certaines d'eux portaient uniquement sur des thèmes québécois, d'autres sur des thèmes généraux, mais quand même, une meilleure partie de nos colloques ont été consacrés aux relations Inde-Québec. Et c'est comme ça que les études québécoises ont été diffusées à travers l'Inde. Dans les départements universitaires, on a commencé petit à petit à s'intéresser, à étudier introduire non seulement dans le programme de master, mais aussi entreprendre des recherches au niveau de PhD. Et deuxième démarche qui nous est très importante, c'est là, vous voyez, une liste des programmes que nous avons, d'activités que nous avons organisées à l'Université de Madras depuis 1993. Et Himachal. Normalement, l'ITF collabore avec l'université dans l'organisation de ces colloques et c'est comme ça que nous adressons à tout le monde, à chaque étudiant, à chaque chercheur, à chaque enseignant qui s'intéresse aux études québécoises, qu'il soit membre ou non de notre association. Ce sont des listes. Là aussi, cette liste n'est pas très exhaustive. Ça donnera tout simplement un exemple, c'est une certaine idée. Et vous voyez là aussi une liste des interventions importantes. M. Fernand Ray, Peter Claus, Marie-André Roy, Louis Jolicoeur, je vois M. Louis Jolicoeur à l'écran. Vous voyez, François Xavier Neve, Yolande Villemer, Laurie Saint-Martin.
et François Hébert, Nathalie Verteyen, Bénédicte Mauguière et pas mal de Québécois ont participé à nos congrès et ils ont contribué au renforcement des relations entre Québec et l'Inde à travers l'ITF. Et deuxième démarche qui nous est très importante, c'est la traduction. En fait, la littérature québécoise n'est pas très connue chez le public indien. Donc, cette traduction, par la traduction, nous essayons de combler cette lacune. Nous avons traduit pas mal des auteurs québécois en tamoul et en hindi. Nous avons traduit le livret de Gérard Bessette, encore 5 minutes de Françoise Loranger, qui ont reçu une bonne réception, qui a connu une bonne réception chez le public tamoul. Nous avons traduit Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Certaines de ces traductions ont été soutenues financièrement par le MRIF, l'IEQ et certaines par nos propres ressources. En fait, nous aussi, nous avons fini de traduire Kamaraska en tamoul, mais nous n'avons pas encore publié. Nous avons traduit Naïm Katon, Larry Tremblay, et puis une collection de nouvelles québécoises actuelles présentées par Gilles Pellerin. Et ce sont certaines de nos traductions vers des langues indiennes. Et puis, un autre type de publication qui nous intéresse, c'est publication d'ouvrages d'initiation, c'est-à-dire ce sont des recueils des textes littéraires qui initient les étudiants à la littérature québécoise. Et puis aussi, nous publions chaque fois que ça nous est possible, nous publions aussi les actes de colloque. Pourquoi nous les appelons un ouvrage de référence? Parce que nos actes de colloque constituent une documentation importante et tout cela, ça suscite un intérêt chez les chercheurs, les jeunes chercheurs et les jeunes enseignants. Et troisième démarche qui nous est chère, c'est la remise du prix ITF Award. Nous reconnaissons le rôle joué par les québécistes en Inde et à l'étranger qui ont contribué à renforcer les liens entre le Québec et l'Inde au sein de l'ITF. Et de cette façon, nous avons décoré, nous avons décerné pas mal de québécistes depuis la création de ce prix, depuis l'institution de ce prix en 2007. M. Fernand Harvey, Eddie Bourahi, M. Jacques Alla, Peter Klaus, Bénédicte Mauguière, François Hébert, Nathalie Verteyen, Louis Jolicoeur et plus récemment, Mme Chantal Houdet. Et ça nous donne une sorte de... ce prix, ça nous donne une sorte de... il faut reconnaître les gens qui ont joué un grand rôle dans le rayonnement, qui ont participé dans le rayonnement des études québécoises en Inde. Et dernièrement, c'est l'avenir des études québécoises, comment continuer de diffuser d'une manière durable ces études québécoises en Inde, quelle stratégie qu'il faut adopter. Il faut introduire les études québécoises au niveau de master et de licence, introduire des auteurs québécois au programme. En fait, l'Université de Madras vient d'introduire des auteurs québécois dans le BA French, dans le programme de BA French. Et deuxièmement, c'est encourager les étudiants à entreprendre la recherche sur les études québécoises et puis encourager les enseignants à traduire les œuvres importantes des auteurs québécois. En ce moment, nous traduisons vers le tamoul et le hindi, mais il faut aussi traduire dans les autres langues indiennes comme le bengali, le malayalam et d'autres langues régionales indiennes. Et puis renforcer et encourager les mesures entreprises par l'ITF. Pourquoi j'insiste sur le rôle de l'ITF? Parce que l'ITF, le rôle joué par l'ITF et l'Université de Madras dans le rayonnement des études québécoises est indéniable et incontournable. Donc, chaque fois que c'est possible, nous avons toujours donné une importance aux relations Inde-Québec. Donc, il faut renforcer et encourager les mesures entreprises par l'ITF pour promouvoir les études québécoises en Inde. Et en guise de conclusion, j'espère que la situation actuelle s'améliore pour que nous reprenons avec beaucoup d'énergie, beaucoup plus de rigueur les études québécoises. Mais il faut avouer que même pendant la pandémie, nous avons organisé deux événements importants.
plan pour fêter le 150e anniversaire du Mahatma Gandhi. Et notre université est la seule université à organiser un tel événement en français. Nous avons associé le Canada dans cette activité. Nous avons collaboré avec l'IEQ, le MRIF, le OIF et le Bureau du Québec à Mumbai. Et nous avons invité M. Mathieu Boisvert comme un des conférenciers et l'autre conférencier pour présenter le point de vue québécois ou canadien sur Mahatma Gandhi. Et l'autre conférencier, c'était notre président qui a porté un point de vue français. Et puis, deuxième activité, c'était avec M. Jolicoeur. Il a présenté une conférence sur la traduction qui était très intéressante, la reproduction de l'ambiguïté dans le texte littéraire. Mais donc, on espère continuer, on espère nous engager dans le rayonnement des études québécoises en Inde, quand la situation devient plus normale. Et nous espérons vous rencontrer tous, soit au Québec ou en Inde. Finalement, nous voudrions remercier nos partenaires qui ont contribué dans le rayonnement des études québécoises en Inde. M. Fernand Harvey et Jacques Là, ce sont des initiateurs des études québécoises en Inde. Nous voudrions remercier l'IEQ, surtout depuis 2016. Nous avons collaboré étroitement avec l'IEQ et nous voudrions remercier Mme Chantal Houdet pour son soutien solide dans toutes nos activités, le MRIF, le Bureau du Québec à Mumbai, Institut Charter Indo-Canadienne et toutes nos amies québécoises et tous nos amis québécois qui ont contribué au développement des études québécoises. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Alors, la dernière intervention sera présentée par Nathalie Vatten dans la salle. Merci. Alors, c'est vrai qu'on est une communauté tissée serrée puisque là, voyant Mira Kamal parler, ce sont des bons souvenirs. Je me rappelle notamment d'avoir été à Shimla et il y avait 70, 75 étudiants qui nous écoutaient parler de littérature du Québec et qui parlaient eux-mêmes de littérature du Québec. Ça avait été une expérience inouïe pendant 3 jours. Ça ne finissait plus, mais vraiment, c'était très, très bien organisé et on voyait qu'il y avait un engouement formidable pour la littérature du Québec. Alors, merci de cette présentation, Mira Kamal. Je voudrais vous parler en vrac et en étant très modeste. Je n'aime pas tellement parler de mon propre parcours, mais j'ai pensé que c'était la meilleure chose à faire dans le cadre de cette table ronde pour vous dire, dans les 20 dernières années, quelle a été mon expérience des études du Québec à l'étranger. Et donc, c'est mouvant. C'est chaque fois à refaire, sisyphien dans une certaine mesure. Mais quand j'entends Ursula Moser, Alessandra Ferraro, Mira Kamal, je me dis quand même, tout au long de ces années-là, on a travaillé ensemble et on a travaillé à servir une cause qui est plus grande que nous et qui, avec l'IEQ beaucoup, Chantal Houdet nommément, qui s'est avérée la politique des petits pas qui s'est avérée très fructueuse, je pense. Alors, je pense qu'on est des individus intéressés par les recroisements interuniversitaires, interculturels, pourvu qu'il se passe en langue française ces échanges. Et on a vu justement comment des individus qui ont porté, qui au Québec, qui à l'étranger, des centres d'études québécoises, des centres d'études canadiennes, des centres d'études d'écriture au féminin, d'écriture canadienne, francophone, québécoise, des individus qui se sont engagés au fil des ans dans des réseaux, que ce soit l'IEQ, que ce soit le CRIL, que ce soit l'ITF dont on vient de parler, Centre d'études canadiennes à Houdini, Centre d'études québécoises à Bologne, donc qui ont travaillé en collaboration avec d'autres individus au sein des réseaux
Et je me demande si nous ne gagnerions pas dans les années à venir à travailler en regroupement de réseaux, parce que ça me semble que ça nous dépasse, c'est important, mais on ne peut pas s'épuiser à aller une fois dans un colloque, une fois intervenir dans un séminaire, inviter la personne qui nous a reçus à notre tour au Québec. Il faut que les activités soient récurrentes. L'AITF est peut-être un modèle de cela, puisque ces activités reviennent d'année en année. Comment faire? J'aimerais vous proposer que une série de problèmes qui se posent à travers le temps, mais aussi peut-être des solutions possibles, des stratégies, des plans d'action possibles. C'est très modeste, mais c'est un parcours donc sur 20 ans. Alessandra Ferraro a souligné l'importance de la foire de Francfort pour les traductions d'œuvres québécoises en 2020-2021. Elle a tout à fait raison. Mais si on n'est pas au courant de l'information en tant que professeur ou même auteur, je pense au Salon du livre de Casablanca où le Québec devait être à l'honneur dans les mois à venir. Est-ce que c'est reporté en raison de la pandémie? Est-ce que ça aura lieu? J'ai demandé à des éditeurs comme Le Norois ou Les Plumes s'ils étaient au courant. Non, ils n'étaient pas au courant. Donc, c'est des problèmes comme ça, des écueils comme ça qu'individuellement, nous rencontrons. Et nous avons beau faire ici au Québec comme ailleurs à l'étranger, créer des collections. Par exemple, aux presses de l'Université de Montréal, on est en train de créer une collection qui s'appelle Imaginaire francophone, qui va réunir en son sein sur le comité des professeurs de Tunisie, de la France, des spécialistes de l'Afrique, des spécialistes de l'Europe, du Québec. Et l'idée de cette collection, ce serait de publier aussi bien des auteurs de l'étranger qui parlent d'auteurs québécois, mais que des Québécois qui parlent d'autres auteurs, en incluant la France, parce que la France fait partie de la francophonie, qu'elle le veuille ou non. Pour nous, c'est pas un centre, mais on a essayé de réfléchir à la question francophone en n'essayant pas de traiter du centre et de ses périphéries. Et on s'est dit que peut-être qu'une personne française qui travaille sur un auteur québécois pourrait très bien trouver niche dans cette collection-là. Mais tout est à faire, tout est à voir. C'est une stratégie qu'on a. Et toujours, c'est le problème du financement qui se pose, parce que si au Canada, on a le PAES pour les prix d'auteur qui nous permettent de subventionner des ouvrages scientifiques publiés par des Canadiens, Canadiennes. C'est plus difficile en Europe, par exemple, où ce sont les laboratoires qui payent jusqu'à un certain montant. Alors, comment faire? On essaie d'imaginer des structures, on essaie de voir ce qui serait possible. Je salue l'initiative, encore une fois, d'Elisabeth Nardou-Lafarge et Alessandra Ferraro, qui poussent aussi le bâton de pèlerin en Europe en créant une collection sur la littérature québécoise chez Garnier. Alors, moi, j'ai eu la chance, dans mon parcours de combattante, d'avoir été invitée, et au départ, parce que très certainement, j'étais spécialiste d'Anne Hébert, par des associations avec lesquelles l'AIEQ travaille, collabore encore aujourd'hui. Et là, je parle des années 2010 à 2016, au moment où nous réalisions l'édition critique des œuvres complètes d'Anne Hébert. Alors, en Corée, il y a l'Association coréenne des études québécoises. De cela, je pense qu'il y a toujours un partenariat avec certains représentants que je ne connais pas moi personnellement, mais de cela est née une amitié avec Anne Daikun, par exemple, qui a traduit des auteurs québécois. Et ça, c'est pas rien, qui a traduit en coréen. Alors, c'est ce bâton de pèlerin toujours que je voudrais évoquer. Au Japon, l'Association japonaise des études québécoises, j'ai eu la chance d'y aller, comme Gilles Dupuis, comme d'autres, François Dumont, François Hébert.
par les invitations de Kazuko Ogura. Et je pense qu'il y a un prix qui a été créé maintenant avec l'AIEQ, le prix Obata, qui récompense un travail sur des auteurs québécois. Donc, ces réseautages sont très importants. On y va au Japon, en Corée, bien sûr, parce que c'est formidable d'aller en Inde, en Corée, au Japon. Mais l'important, c'est que les réseaux et les communautés restent et profitent à d'autres chercheurs et chercheuses, mais aussi au tissage qui continue de fait à se tisser serré. C'est toujours intéressant d'aller faire des conférences, mais c'est à un titre individuel qu'on les fait. Les interventions dans des séminaires, que ce soit en Inde, en Italie, en France, au Japon, ça reste des interventions ponctuelles. Et ce qui peut paraître désespérant, c'est que reste-t-il de ces échanges par-delà, tout de même, le bénéfice de rencontrer des gens à l'extérieur qui travaillent sur des objets d'études similaires. Je parle de petit désespoir, vous l'entendez bien, parce que je me réjouis d'être ici avec vous pour parler des études québécoises ou du Québec à l'étranger. Je me souviens, en 2019, c'était dans le cadre d'un congé sabbatique où nous étions une quarantaine de profs à parler de francophonie, de poésie francophone des années 60 à nos jours. Et c'était formidable. Pendant 3 jours, on voyait les spécialistes de chaque pays qui parlaient de la langue française en fonction des imaginaires dont ils étaient porteurs, dont ils nous rapportaient par leurs commentaires tous les trésors. Et on s'est dit au bout de 3 jours, avec des Tunisiens, des Marocains, encore une fois, des Camerounais, comment faire pour préserver cela? On est très heureux de cet échange de 3 jours. Il va y avoir un ouvrage collectif, bien sûr, publié au terme de la rencontre, mais comment essayer de travailler un peu plus ensemble. Jean-Marc Larue faisait valoir tout à l'heure que le FQRSC, quand il est venu, nous demandait des choses très précises. Oui, nous savons qu'au CRIL, que vous êtes très actifs, que vous travaillez beaucoup à l'étranger, que nombreux sont les spécialistes qui vont à l'extérieur, mais comment essayer d'avoir des stratégies, des plans d'action qui dépasseraient le cadre individuel? Comment faire donc des ententes interinstitutionnelles par des cycles d'activités récurrents? Je voudrais terminer donc mon intervention en vous disant une très belle réalisation qui a été menée de façon très empirique et sans que l'on ne sache où on allait au moment où on l'a commencé et qui donne maintenant des résultats. Je voudrais en témoigner. Alors, en 2019, toujours dans le cadre de ce congé, Vive les congés pour travailler, c'est vraiment, ça a été vraiment en tout cas fructueux dans mon cas. J'ai été à l'université de Valenciennes, qui est devenue l'UPHF, une université polytechnique Hauts-de-France. Et comme ils étaient dans leur virage pour le Polytechnique, ils voulaient créer un mémoire double diplôme en création littéraire. Et au Québec, on a une expertise de 40 ans en création littéraire, d'enseignement de la création littéraire dans plusieurs universités. On a le doctorat et dans toutes les universités, la maîtrise en création littéraire. Donc, on nous a fait venir comme spécialistes. J'ai même essayé de parler d'Anne Hébert, mais ça ne semblait pas les intéresser outre mesure. Depuis le temps, je les ai convaincus que c'était quelque chose d'important, mais c'était la création qui les intéressait. Et nous avons créé donc avec Sherbrooke un double diplôme. Double diplôme à la maîtrise, c'est assez simple. Les étudiantes et étudiants français et québécois allaient passer un semestre dans l'université partenaire. Donc pour les Français, un semestre
ici, ça correspondait à Master 2 en France. Et de la même façon, les étudiants de Sherbrooke qui étaient inscrits dans ce double diplôme pouvaient aller une session en France, à Valenciennes, pour leur formation. Et on avait introduit quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est la nécessité qu'un prof ou une prof de l'université partenaire participe à l'évaluation du mémoire. Et donc, ça nous permettait de créer à nous des liens ensemble et ça permettait aussi aux étudiantes et étudiants qui étaient sur place de choisir le prof qui évaluerait le mémoire. Alors, c'était un projet de formation très simple. Ça a pris du temps, mais on a envoyé notre premier étudiant qui est enchanté cette année. Bien sûr, c'est la pandémie. Et à partir de là, j'ai eu 3 demandes de co-tutelle. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure au micro. C'est très long, les co-tutelles, mais c'est vraiment pour les étudiants et étudiants quelque chose de magnifique. Ils doivent passer, comme vous le savez, 1 an dans l'université, dans une des universités, par exemple la québécoise, et puis 3 ans en France ou vice-versa, pourvu qu'ils fassent le projet de thèse dans une université au Québec et la thèse, ils la soutiennent en France ou vice-versa. Et donc, ça plaît beaucoup aux étudiants de 3e cycle et ça incite bien sûr des travaux comparatistes. Alors, je dirais en terminant que en terminant mon développement, mais pas ma conclusion, je n'ai pas encore fait ma conclusion, en terminant mon développement, que de faire une maîtrise en création littéraire a amené 3 co-tutelles qui portent sur la littérature québécoise et pas forcément sur la création. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, on a voulu, avec des profs qui étaient là-bas, faire un projet de recherche, donc développer de la recherche, et depuis la formation, aller vers la recherche aussi. Et on a réussi à faire quelque chose aussi, et c'est pas moi qui l'ai réussi, c'est là-bas. Ils ont créé une chaire de valorisation du tourisme et du patrimoine culturel de la Porte du Hainaut. Vous me direz où c'est la Porte du Hainaut? Eh ben, je vous dirai, c'est le lieu où c'est écrit la cantilène de Sainte-Eulalie. C'est le premier texte qui nous soit parvenu de langue française. Et pourquoi ce texte écrit à l'abbaye de Saint-Amand, près de Valenciennes, requiert-il les travaux, par exemple, de Lucica Morisset de l'UQAM, qui est de la chaire du Canada en patrimoine urbain, et moi qui suis en création littéraire? Eh bien, c'est pour nos expertises. C'est exactement ce que Jean-Marc Larue disait tout à l'heure. Il faut trouver des façons de reconnaître nos expertises par-delà le disciplinaire. Donc, on est passé, puis on reste encore bien sûr engagé là-dedans, mais des études québécoises à l'étranger, aux études francophones qui attirent par la formation des étudiants et étudiantes de l'extérieur, mais également par nos expertises et nos domaines de spécialisation des collaborations à l'international. Alors, je vous remercie. Merci. Alors, le temps filant, et comme il nous reste officiellement 5 minutes pour discuter, je vais réduire le nombre de questions que j'avais préparées parce qu'une chose, bon, je vais vous en poser une qui est une grosse question. Donc, il y a quelque chose qui m'a frappé dans presque toutes vos interventions. Bon, il y a évidemment des inquiétudes, il y a le petit désespoir, pour reprendre l'expression de Nathalie Vatten, là, qui ressurgissent. Mais c'est surtout les allures parfois manifestaires presque de vos interventions. On a l'impression qu'il faut servir une cause. Je reprends encore l'expression qu'a utilisée Nathalie. Donc, il me semble que cela en dit long sur l'état des études québécoises hors Québec. Donc, j'ai une question en 2 volets. Comment est-ce qu'on pourrait rompre, si l'on veut, avec les lieux communs, les préjugés qui semblent accompagner parfois les études québécoises? Donc, on évoquait évidemment le provincialisme,
bon, le caractère parfois provincial, le fait que ce soit confiné aux area studies. Donc, comment rompre avec ces préjugés et comment aussi mettre en valeur ce qu'on pourrait qualifier, je reprends, je pense que c'est Jean-Marc Larue qui avait utilisé ce mot, les expertises propres aux études québécoises, hein, les méthodologies, comment redonner finalement ces lettres de noblesse à la discipline et faire en sorte qu'elle redevienne une sorte de laboratoire d'idées. Donc, j'avoue que c'est une grande question, mais j'essaie de, comment dire, d'ouvrir vers l'avenir, vers des solutions. Donc, je vous écoute, peut-être, comme le temps file, peut-être pouvez-vous répondre, spontanément, comme cela vous vient. Donc, je vous regarde, vous semblez, médusé. Je ne peux pas répondre par oui ou non. Je m'attendais à une question comme ça. Ah non, non. C'est pour les 5 minutes. Hmm, je- Peut-être en ligne, Les gens à sur distance, Zoom, ouais. Est-ce que je peux parler? oui, oui, Oui. absolument. Euh, je crois justement ce que j'ai dit tout à la fin. Il faudrait souligner beaucoup plus qu'on le fait normalement sur, comme l'a dit Alessandra, la recherche québécoise où elle est à la pointe, ou bien les thématiques qui sont vraiment novatrices. Et je pense que c'est exactement nous qui pourrons le faire. Je crois aussi que les jeunes qui viendront devront être menés vers de telles questions. Je voudrais euh, créer une certaine distance entre les études québécoises classiques qui ont eu leur grand temps, qui ont eu des résultats magnifiques, et cette nouvelle génération qui est préoccupée par beaucoup de problèmes qui sont différents de ceux qu'on avait ailleurs, autrefois, qu'on insiste vraiment à mettre au centre des questions qui nous touchent aujourd'hui et où le Québec a une grande expertise à apporter. Et on pourrait faire ça peut-être à travers cette idée de regroupement de réseaux. Et là encore, peut-être que c'est justement l'AIEQ ou le Fonds de recherche, etc., qui pourraient donner des inspirations, des stimulus. Merci Ursula Moser. Ici dans la salle, bon, évidemment, le regroupement de réseau avait été évoqué par Nathalie, mais peut-être revenir sur ces lieux communs, ces préjugés qui pèsent parfois. Ben, moi, je pense à un rendez-vous. Bon, là, aux 10 ans, les états généraux, c'est une belle distance. Peut-être régulariser, de rendre, rendre les rencontres, soit les annualiser ou bisannuelles ou, de façon à ce qu'il y ait un horizon clair, et précis pour à la fois la présentation de résultats de recherche, mais aussi la présentation de nouveaux projets. Souvent en colloque, on voit des parcelles de thèse, des demi-chapitres. Bon, c'est intéressant, mais ça ne nourrit pas toujours, de la même façon que des rencontres comme celle-ci qui sont plus synthétiques, où il y a plus d'échanges. Nathalie? Je répondrai à la question en posant une question. On peut Oui. faire ça? Moi, je m'adresse à Chantal Houdet. Je veux savoir, le gouvernement en ce moment semble avoir une stratégie intéressante de valorisation de la francophonie, tant au Québec qu'au Canada. Mais pourquoi à l'international, en tout cas, peut-être qu'il y a des choses qui se préparent, puis vous n'êtes pas obligé de me répondre si vous êtes au courant de ces choses que nous ne savons pas. Mais pourquoi il n'y a-t-il plus eu, depuis Harper, nommons-le, de nouvelles stratégies de valorisation des échanges internationaux québécois et canadiens? Le Québec est engagé de façon énergique et dynamique en francophonie. C'est un des éléments de la politique extérieure du Québec qui est très important. Ce qui est clair, c'est que les bureaux du Québec ont ce mandat de collaborer, de contribuer à la francophonie, aussi au Canada, au Québec. Si on parle de milieu universitaire, on parle de choses différentes. Les pistes
dont on vient juste de parler, des co-tutelles, des concertations de réseaux. Je trouve que ce sont d'excellentes pistes. Ce sont des éléments concrets. On peut le faire aussi en francophonie. Le président de l'association, qui est aussi co-directeur d'un centre d'études sur le Québec et la francophonie, donne des exemples à l'international dans nos collaborations avec des réseaux. On introduit aussi des éléments de francophonie parce que ça offre un intérêt, parce que même pour la Corée ou pour le Japon, pour l'Inde, c'est important de s'inscrire aussi dans cette grande francophonie. Je voulais juste aussi, dans les pistes très concrètes, ces dernières années, l'AIEQ a développé des bourses de mobilité. Ces bourses de mobilité, elles sont avec des associations comme l'association coréenne, l'association japonaise, les bourses Obata, mais également avec l'AITF, l'Association indienne des professeurs de français, l'American Council for Quebec Studies. On a au-dessus de 30 bourses, dont les 3/4 sont des bourses de mobilité. Ces bourses-là sont offertes à des étudiants, en général au doctorat, qui viennent au Québec compléter leurs recherches en lien avec une université. C'est très concret, ça marche très, très bien. Je pensais à la suggestion, on pourrait demander à ces étudiants de revenir nous expliquer leur démarche intellectuelle, leur intérêt pour le Québec lors d'activités comme des États généraux, mais plus régulièrement. 10 ans, c'est trop long entre deux États généraux. Mais le mérite du CRIC est énorme d'avoir organisé ce colloque-là. On leur remercie.